Mes parents ont refusé de payer mon université, me disant d'être indépendant. Mais ils ont payé chaque centime des dépenses de ma sœur. Alors je suis parti. 9 ans plus tard, à son mariage, ils m'ont regardé et ont demandé « Pourquoi a-t-on l'impression qu'il manque quelque chose ?» C'est là que son fiancé a pâli et a hurlé « Taisez-vous. Cette personne est. Tu veux aller à l'université? Bien. Débrouille-toi toute seule, a dit ma mère, tout en glissant un chèque de scolarité de 120 000 $ sur la table vers ma petite sœur. Même table, même dîner, même parents, mais une fille différente. 9 ans plus tard, je me tenais au fond de la salle au mariage de ma sœur. Un mariage payé par ces mêmes parents, ceux qui ne pouvaient pas débourser un centime pour mon avenir. Ma mère a balayé la pièce du regard, et a chuchoté à mon père, « Pourquoi a-t-on l'impression qu'il manque quelque chose ?» Avant que quiconque ne puisse répondre, le marié a pâli. Il m'a regardé, puis a regardé Julia, puis m'a regardé à nouveau, et il a prononcé un seul mot qui a réduit 200 invités au silence. Ce mot, et ce qui s'est passé ensuite, a détruit un mariage, le mensonge d'une famille, et un silence de 9 ans, le tout en moins de 4 minutes. Avant de continuer, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous connectez vraiment avec cette histoire. Indiquez votre lieu et l'heure locale dans les commentaires. J'aimerais savoir d'où vous regardez. Je m'appelle Pej Connelly. J'ai 27 ans, et ceci n'est pas une histoire de vengeance. C'est une histoire de survie, qui se trouve finir par une justice. Maintenant, laissez-moi vous ramener 9 ans en arrière, à ce dîner qui a tout changé. J'ai grandi dans une maison coloniale blanche, sur Maple Ridge Lane, à West Hartford, dans le Connecticut. 4 chambres, un garage pour 2 voitures, et une pelouse que mon père tondait tous les samedis comme une horloge. De l'extérieur, nous avions l'air d'une famille qui maîtrisait tout. De l'intérieur, eh bien, cela dépend de quelle fille vous interrogez. Ma mère, Donna Connelly, avait un système. Ce n'était écrit nulle part, mais tout le monde dans la maison le comprenait. Julia était l'investissement. Moi, j'étais les frais généraux. Julia avait des leçons de piano. J'avais des manuels scolaires d'occasion. Julia avait une nouvelle robe pour chaque bal de l'école. On me disait de me débrouiller avec ce que j'avais. Et ma mère ne s'en cachait pas. Elle nous présentait au barbecue du quartier comme une gamme de produits. Voici ma fille Julia. Elle va accomplir de grandes choses. Puis, elle faisait un geste vague dans ma direction. Et voici Pej. Pas de prédiction, pas de fierté, juste un nom. Le réfrigérateur était le musée de la vie de Julia. Des photos de pom-pom girl, des certificats d'honneur, un corsage séché du bal de promo scotché à la poignée du congélateur, chaque centimètre était couvert. Un matin, en 2e année, j'ai accroché mon certificat du tableau d'honneur avec un aimant, juste au centre. Le temps que je rentre de l'école, il avait disparu. Le frigo devenait encombré, a dit ma mère, sans lever les yeux de son magazine. Mon père, Richard, était un autre genre de problème. Il n'était pas cruel. Il était absent, émotionnellement, stratégiquement absent. Il m'attrapait parfois dans le couloir, hors de portée de voix de ma mère, et me serrait l'épaule. Je suis fier de toi, gamine. 5 mots. Toujours chuchoté. Toujours quand Donna ne regardait pas, comme si être fier de moi était quelque chose qui nécessitait le secret. Je me disais que ça changerait quand j'entrerais à l'université. J'ai été admise avec une bourse qui couvrait la moitié. J'avais juste besoin qu'il couvre l'autre moitié. Ce qui s'est passé à cette table de dîner est quelque chose que je repasse dans ma tête jusqu'à ce jour. Mai 2008. J'avais 18 ans. La terminale se terminait dans 11 jours. Et j'avais un plan. J'avais tout imprimé. La lettre de bourse, le détail des frais de scolarité, un budget sur 4 ans que j'avais construit sur un tableur, les revenus du travail à temps partiel, les dépenses estimées, et l'écart que j'avais besoin qu'il comble. 62 000 $ sur 4 ans. J'avais répété mon discours devant le miroir de la salle de bain 3 fois. Le dîner était du poulet rôti. Julia était assise en face de moi, faisant défiler son téléphone. Mon père coupait sa viande en silence. J'ai attendu que ma mère finisse son 2e verre de vin, puis j'ai posé le dossier sur la table. J'ai été admise à UConn, ai-je dit. Demi-bourse.
J'ai juste besoin d'aide pour le reste. Ma mère n'a pas ouvert le dossier. Paige, nous en avons déjà parlé. Nous ne l'avons pas fait, en fait, pas une seule fois. Tu dois apprendre l'indépendance. Elle a dit ça comme un diagnostic. Le monde réel ne te donne pas les choses sur un plateau. J'ai souligné l'évidence. Vous payez la scolarité complète de Julia à Syracuse. La situation de Julia est différente. Ma mère a plié sa serviette. Précise, sans hâte. Elle a un potentiel qui a besoin d'être nourri. Tu es plus résiliente. J'ai regardé mon père. Il fixait son assiette. Sa fourchette ne bougeait pas. Il n'a rien dit. Julia remuait son verre d'eau. Elle n'a pas levé les yeux. Elle n'a pas dit un mot pour me défendre. Pas un seul. Cette discussion est close, a dit ma mère. Si tu le veux assez fort, tu trouveras un moyen. C'est ce que font les gens forts. J'ai rassemblé mes papiers. Mes mains tremblaient. Je ne pleurais pas devant eux. Je ne lui donnerai pas ce plaisir. Plus tard dans le couloir, mon père m'a attrapé le bras. J'ai pensé qu'enfin, il dirait quelque chose. Ta mère a ses raisons, a-t-il dit. Donne-lui juste du temps. Puis il s'est éloigné. Retour au salon, retour à la télévision. Retour à cette version de la paix qui exigeait mon silence. Cette nuit-là, j'ai fait une valise. J'avais $340 sur mon compte d'épargne, et j'ai pris une décision que je n'ai pas inversée en 9 ans. 5h14 du matin. La cuisine était sombre. J'ai posé ma clé de maison sur le comptoir à côté de la cafetière, celle que ma mère lançait tous les matins à 6h15, pour qu'elle la trouve en premier. Pas de note. Je n'avais plus rien à expliquer. La lumière du garage était allumée. Mon père était assis dans sa Buick, moteur éteint, les mains sur le volant. Il m'a vu à travers le pare-brise. Je l'ai vu. Il n'a pas ouvert la porte. Je n'ai pas frappé à la vitre. Nous nous sommes juste regardés pendant 3 secondes. Cela a semblé durer 1 an. Puis, je me suis tourné et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus sur Farmington Avenue. Le campus était à 90 minutes. Ma chambre de dortoir avait un matelas fin, un bureau en métal, et une fenêtre qui ne fermait pas complètement. Pas de drap, pas de couverture. J'avais oublié les miens. J'ai dormi dans ma veste cette première nuit. À la fin de la semaine, j'avais 3 emplois. Plongeuse chez Feli, un restaurant italien près de Main Street, caissière de nuit dans une station Sunoco sur la route 44, et équipe de nettoyage dans les résidences universitaires le week-end. Mon emploi du temps était un puzzle sans image sur la boîte. 4 heures de sommeil ici, une sieste de 90 minutes là. Je mangeais tout ce que Feli jetait à la fermeture. 2 semaines plus tard, j'ai appelé ma mère. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que je pensais que la distance avait adouci quelque chose. Tu as fait ton choix, a-t-elle dit. N'appelle pas pour me faire culpabiliser. Elle a raccroché. 7 secondes. C'était toute la conversation. J'ai enregistré son numéro sous un nouveau nom, ne pas répondre. Ce soir-là, un texto est arrivé de Julia. Je l'ai fixé pendant un long moment. Maman dit que tu es dramatique. Rentre juste à la maison et excuse-toi. Donc, c'était l'histoire qu'elle racontait. Je n'étais pas la fille qu'ils avaient abandonnée. J'étais la fille qui était partie. La difficile. La dramatique. Je ne le savais pas alors, mais cet appel téléphonique était la dernière fois que je parlerais à ma mère pendant près d'une décennie. Et quand nous nous sommes finalement retrouvés face à face, elle ne reconnaîtrait pas la personne que j'étais devenue. La première année a failli me briser. Je me suis endormi en chimie organique 2 fois, j'ai renversé de l'eau bouillante sur ma main gauche pendant un coup de feu au dîner chez Futelli. Brûlure au 2e degré, 3 doigts, je l'ai enveloppé dans de la gaze de la trousse de premier secours de la station-service, et je suis allé à mon cours du matin 40 minutes plus tard. Ma moyenne tournait autour de 2,9/4, dangereusement proche de me faire perdre la bourse qui me maintenait inscrite. Le professeur Alan Whitfield l'a remarqué, il enseignait mon séminaire d'introduction aux sciences de la santé. Cheveux argentés, nœud papillon, le genre d'homme qui lit vraiment les devoirs des étudiants au lieu de les survoler. Après le cours un mardi, il m'a demandé de rester.
Vous êtes épuisé, a-t-il dit. Ce n'est pas une question. Je lui ai donné la version courte. Il ne m'a pas prise en pitié. Il a sorti un dossier de bourses internes et de postes d'assistant de recherche. Vous êtes trop intelligente pour vous épuiser avant la 2e année, a-t-il dit. Laissez-moi vous aider à trouver un moyen qui ne vous coûte ni vos mains ni votre sommeil. Il m'a fait entrer dans un poste de recherche rémunéré dans son laboratoire. Ce n'était pas grand-chose, $400 par mois, mais cela a remplacé les gardes de nuit chez Sunoco. Pendant ce temps, ma mère était occupée. Thanksgiving est arrivé. Je n'ai pas été invité, pourtant. J'ai appris plus tard que Donna avait dit à toute la famille que j'avais été invité et que j'avais refusé. Elle ne veut pas nous voir, aurait dit ma mère, tamponnant ses yeux avec une serviette. Nous avons tout essayé. Ma tante Hélène, la sœur cadette de Donna, m'a appelé la semaine suivante. Ta mère a le cœur brisé, Paige. Pourquoi lui fais-tu ça? J'ai essayé d'expliquer. Hélène m'a coupé. Donna ne ferait jamais ça. Tu as toujours été la difficile. La ligne a été coupée. Et juste comme ça, j'ai perdu le côté de la famille de ma mère aussi. Cette même semaine, Julia a posté une photo sur Facebook. Une Audi A4 toute neuve garée dans l'allée de nos parents, un nœud rouge sur le capot. Légende, les meilleurs parents du monde. Le commentaire de ma mère en dessous, tout pour ma petite fille. 87 likes. J'ai fait une capture d'écran, non pas par amertume, mais par clarté. C'était la nuit où j'ai cessé d'espérer qu'il change, et où j'ai commencé à construire une vie qui n'avait pas besoin qu'il le fasse. Lena Nova s'est assise à côté de moi en biologie 2011 le premier jour de la 2e année. Elle avait les cheveux noirs tirés en arrière par un élastique, des cernes sous les yeux plus profonds que les miens, et un thermos de café de la taille d'un petit extincteur. Tu ressembles à ce que je ressens, a-t-elle dit. Merci. C'est un compliment. Ça veut dire que tu es toujours là. Lena était en pré-médecine. Ses parents avaient immigré de République tchèque quand elle avait 6 ans. Ils tenaient un pressing à Bridgeport et ne pouvaient pas plus payer ses frais de scolarité que les miens. La différence étant que les siens voulaient vraiment aider. Ils ne le pouvaient juste pas. Mes parents le pouvaient. Ils choisissaient juste de ne pas le faire. Elle est devenue la première personne à qui j'ai raconté toute l'histoire. Tout. Le dîner, le chèque, l'Audi, le post Facebook. Je lui ai raconté sur un banc devant le bâtiment des sciences à 23h, toutes les deux mangeant des sandwichs de station-service parce qu'aucune de nous ne pouvait se permettre la cantine. Lena n'a pas bronché. Elle n'a pas offert de sympathie. Elle a essuyé de la moutarde sur son menton et a dit, « Tu ne leur dois pas un arc de rédemption, Paige. Tu te dois une vie. » J'ai porté ces mots pendant des années. Ce semestre-là, j'ai commencé à écrire un document de recherche pour le laboratoire du Dr Whitfield. 12 pages sur les applications de données dans la gestion des dossiers patients, les systèmes pour petites cliniques, l'optimisation des flux de travail, les lacunes d'interopérabilité. J'en ai écrit la majeure partie entre les gardes de minuit, dans la salle de pause du personnel chez Futelli, entre des charges de vaisselle industrielle. C'était aride, technique, et profondément pas sexy. Mais c'était la première chose que j'ai jamais construite qui semblait complètement à moi. Le docteur Whitfield a lu le brouillon d'une traite. Ça pourrait être quelque chose, a-t-il dit. Pas juste un papier, quelque chose de réel. Ce papier, ces 12 pages que j'ai écrites entre les gardes de minuit, allaient éventuellement devenir la fondation de quelque chose que je n'aurais pas pu imaginer. Mais cette partie vient plus tard. Une nuit, en triant le courrier indésirable, j'ai trouvé un email transféré de mon père. Pas d'objet, pas de salutation, juste 7 mots. J'espère que tu manges assez, papa. Il n'a pas demandé où j'étais, n'a pas offert d'aide, n'a pas mentionné ma mère. Juste 7 mots flottants dans le silence numérique. Je l'ai lu 2 fois. Puis j'ai fermé mon ordinateur portable et je suis retourné au travail. La fin de la 2e année a failli me couler. Feli a fermé. Le propriétaire a pris sa retraite. Le bâtiment a été vendu. Juste comme ça. 40% de mes revenus ont disparu du jour au lendemain. Je me suis assise sur mon lit de dortoir et j'ai fait le calcul 3 fois, espérant que les chiffres changeraient. Ils ne l'ont pas fait. J'avais assez d'économies pour 6 semaines de loyer pour ma chambre partagée.
Après ça, plus rien. J'ai pris mon téléphone, fait défiler jusqu'à « ne pas répondre ». Mon pouce a plané au-dessus du bouton vert pendant 11 secondes. J'ai compté. J'ai posé le téléphone. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'au tableau d'affichage des emplois du campus et je me suis inscrite pour 2 autres boulots. Tutorat de première année en statistique, et saisie de données en freelance pour un bureau d'assurance local. Le week-end, mon emploi du temps s'est compressé à 3 heures de sommeil par nuit. Certains matins, je ne me souvenais pas d'avoir conduit jusqu'au campus. Léna a commencé à laisser des barres de granola dans mon sac à dos sans me le dire. Pendant ce temps, Julia vivait son semestre à l'étranger à Florence. Je le sais parce que son Instagram existait même si je ne la suivais plus. L'algorithme ne se souciait pas de mes limites. Une photo a fait surface sur mon fil à 2 heures du matin. Julia sur une terrasse surplombant l'Arnaud. Verre de vin à la main. Lumière de l'heure dorée sur son visage. Légende, je vis ma meilleure vie. Reconnaissante. Ma mère l'avait reposté avec ses propres mots. Ma fille conquiert le monde. J'étais assise dans la buanderie du sous-sol de ma résidence universitaire. La lumière au plafond grésillait. Le chauffage était en panne depuis 3 jours. Mes doigts étaient gercés par le liquide vaisselle et l'eau froide. Même parent, même sang. Monde différent. Puis, une bouée de sauvetage. Le docteur Whitfield m'a appelé dans son bureau, non pas pour m'avertir, mais pour me remettre une lettre. J'avais été sélectionné pour une bourse de recherche d'été compétitive, entièrement financée, logement, allocation, repas, tout couvert pour 10 semaines. Vous avez mérité ça, a-t-il dit, non pas à cause de votre situation, mais à cause de votre travail. Ce programme d'été a sauvé ma carrière universitaire, mais plus important encore, il m'a introduite à un réseau de personnes dans la technologie de la santé. Des gens qui voyaient ce que je pouvais construire, pas d'où je venais. L'une de ces connexions me mènerait à un nom que je n'entendrai plus avant des années. Pas avant que je ne me tienne au fond d'un mariage auquel je n'étais jamais censé assister. J'ai obtenu mon diplôme summa cum laude un dimanche de mai. Le stade contenait 4000 personnes. Aucune d'elles n'était à moi. Léna se tenait dans les gradins avec une pancarte faite main qui disait « Dr Connelly, un jour, en lettres violettes tordues ». Elle a crié mon nom quand j'ai traversé l'estrade. Une seule personne plus bruyante qu'une famille entière ne l'aurait été. Nous avons pris une photo dehors, juste nous deux, toques inclinés, souriant dans le téléphone de Léna. Pas de parents en arrière-plan, pas de bouquet, pas de réservation de dîner après. Léna nous a conduites à un dîner sur la route 9, nous avons partagé une assiette de frites au fromage et avons appelé ça une célébration. J'ai trouvé un emploi en 1 mois. Analyste logiciel débutante dans une petite entreprise de technologie de la santé près de Hartford. 12 employés, bureau exigu, café terrible. Mais j'ai appris vite, écrit du code, réparé des systèmes que personne d'autre ne voulait toucher, été promu une fois, puis encore une fois. À 24 ans, je dessinais quelque chose à moi sur des serviettes et des tableurs. Une plateforme pour gérer les données des patients pour les petites cliniques, celles trop petites pour les logiciels d'entreprise mais trop complexes pour les dossiers papier. L'idée qui avait commencé comme 12 pages dans le laboratoire du docteur Whitfield avait pris de l'ampleur. J'ai utilisé mes économies et un petit prêt SBA pour la lancer. Je l'ai nommé MedBridge Solutions. La première année, j'avais 2 clients et une table pliante pour bureau. J'ai immatriculé l'entreprise sous mon nom de femme mariée, enfin presque mariée. J'avais été brièvement fiancé au milieu de ma vingtaine à un homme nommé David Alco. La relation n'a pas survécu aux semaines de 80 heures, mais au moment où nous nous sommes séparés, tous mes documents d'entreprise, ma réputation professionnelle et mes badges de conférence disaient Page Alco. Je ne les ai jamais changés. Cela semblait être le mien à ce moment-là, un nom que j'avais gagné dans les salles de réunion, pas hérité à une table de dîner où je n'étais pas la bienvenue. Puis un soir, mon téléphone a sonné. Un indicatif du Connecticut que je n'avais pas vu depuis 6 ans. Et, a dit Julia, c'est moi. Je sais. Maman ne sait pas que j'appelle. De quoi as-tu besoin, Julia? Une faveur? Financière. Combien? 8 000 $. Je te rembourserai. Je ne peux pas demander à maman et papa. Ils ne peuvent pas savoir pour ça. Pourquoi faire? C'est compliqué. Non.
Tu ne sais même pas, non. Elle a raccroché. 30 minutes plus tard, mon téléphone s'est allumé avec un numéro inconnu. J'ai décroché avant de pouvoir réfléchir. Comment oses-tu refuser d'aider ta sœur? La voix de ma mère était plus froide que dans mes souvenirs. Après tout ce que cette famille a fait. J'ai appuyé sur le bouton rouge, posé le téléphone face contre terre sur le comptoir, et je suis resté là à repasser ce que Julia avait dit 30 minutes plus tôt. Maman ne sait pas que j'appelle. Donc soit ma mère avait soudainement développé la télépathie, soit ma sœur m'avait menti dans les 5 premières secondes de notre première conversation en 6 ans. Certaines choses ne changent jamais. Je me suis fait une tasse de thé et je suis retourné au travail. Je ne savais pas à quoi servaient les 8 000 $. Pas à ce moment-là, mais quand je l'ai découvert des années plus tard de la pire des manières, cela expliquait tout ce que Julia cachait. Donna n'a pas pris le rejet tranquillement. Elle ne le faisait jamais. En une semaine, mon téléphone a commencé à sonner. Des numéros que je n'avais pas vus depuis des années. Cousins, famille, amis, des gens dont je me souvenais à peine des dîners de fête d'enfance. Tous avec le même script. Paige, ta mère est dévastée. Paige, comment as-tu pu tourner le dos à Julia? Elle les avait tous appelés. Construis un nouveau récit à partir de zéro. Paige a de l'argent maintenant. Paige a refusé d'aider sa propre sœur. Paige est devenue froide et égoïste depuis qu'elle est partie. Tante Hélène a appelé. Ta mère pleure tous les soirs à cause de toi. Est-ce qu'elle a pleuré quand je travaillais 3 boulots à 18 ans? C'était ton choix. Exactement. Et ceci est aussi mon choix. Au revoir, tante Hélène. Puis est venu le post Facebook. Long, performatif, dégoulinant d'une tristesse soigneusement construite. Certains enfants oublient d'où ils viennent. Le cœur d'une mère ne peut se briser qu'un certain nombre de fois. Elle ne m'a pas nommé. Elle n'avait pas à le faire. 142 likes. Le commentaire de Julia trônait tout en haut. Je t'aime, maman. Je suis là pour toi pour toujours. Un duo parfait. La fille dévouée et la mère blessée, mise en scène pour un public qui n'entendait jamais qu'un seul côté. J'ai vu le post. Je n'ai pas réagi, pas commenté. J'ai bloqué les 2 comptes, fermé mon ordinateur portable, et je suis retourné au débogage d'une intégration client qui était due le lendemain matin. Quelques jours plus tard, Léna m'a appelé pendant sa pause à l'hôpital. Elle était à mi-chemin de sa résidence à ce moment-là. Et, question aléatoire. Le LinkedIn de Julia dit qu'elle est administratrice senior en santé, mais je l'ai cherché sur le registre des licences de l'État hier soir. Rien. Pas de licence, pas de dossier. Peut-être qu'elle ne l'a pas mis à jour. Ou peut-être qu'il n'y a rien à mettre à jour. J'ai classé ça dans un coin de ma tête. Je n'y ai plus pensé. J'étais trop occupé à construire quelque chose de réel pour courir après le mensonge de quelqu'un d'autre. J'aurais pu riposter. J'aurais pu poster ma propre version, corriger le dossier, publier les preuves, mais j'avais une entreprise à construire. Et la meilleure réponse à un faux récit n'est pas un contre-récit. C'est une vie qu'ils ne peuvent pas éditer. 2 ans après cet appel téléphonique, MedBridge Solutions a clôturé sa levée de fonds de série à 4,2 millions de dollars de financement, 28 employés, un vrai bureau au centre-ville de Boston avec de vrais bureaux et du café qui n'avait pas le goût de nettoyant moteur. Je conduisais toujours une Honda Civic avec une bosse sur le pare-chocs arrière, vivais toujours dans un appartement d'une chambre à Somerville. Je n'ai pas construit cette entreprise pour impressionner qui que ce soit, ai-je dit à Léna quand elle a demandé pourquoi je n'avais pas changé de standing. Je l'ai construite parce que je n'avais pas de filet de sécurité et aucune autre option. Ce mois d'octobre-là, j'ai été invité à parler à une conférence sur les technologies de la santé à Chicago, 200 participants, principalement des administrateurs d'hôpitaux et des opérateurs de cliniques. J'ai présenté la plateforme MedBridge, comment elle réduisait le temps d'intégration pour les petits cabinets de 60%, comment elle s'intégrait au système DSE existant sans le prix des logiciels d'entreprise. Après, un homme en blazer gris s'est présenté près de la station de café. Grand, poignée de main confiante, contact visuel direct. Marcus Webb, je suis directeur financier de Lakeview Medical Partners, une chaîne régionale de cliniques. Nous nous développons. Ce que vous avez montré là-haut est exactement ce que nous cherchions. Combien de sites, ai-je demandé?
14-22 d'ici l'année prochaine. C'est un déploiement significatif. Ça l'est, c'est pourquoi je veux parler chiffres. Peut-on se rencontrer le mois prochain? Nous avons échangé des cartes de visite. J'ai écrit « Marcus Webb, Lakeview Medical », suivi novembre, dans mes notes de réunion ce soir-là. Juste un nom, juste un contrat potentiel. En attendant mon vol de retour à OR, une notification est apparue sur mon téléphone. Julia Connelly vous a envoyé une demande d'amis sur Facebook. Elle avait créé un nouveau compte. L'ancien était toujours bloqué. Je l'ai fixé pendant quelques secondes, puis j'ai appuyé sur refuser et j'ai rangé mon téléphone. Marcus Webb. Je ne savais pas qu'il était sur le point de devenir le fiancé de ma sœur, ni que notre contrat ferait exploser un mensonge que ma famille construisait depuis 9 ans. 6 mois plus tard, l'accord avec Lakeview Medical Partners prenait forme. Valeur du contrat, 2,8 millions de dollars. Facilement le plus grand de l'histoire de Medbridge. Mon équipe avait passé des semaines sur la proposition. Spécifications techniques, délai de mise en œuvre, documentation de conformité, la santé est lourdement réglementée, et chaque détail devait être hermétique. Dans le cadre de l'accord, Lakeview voulait que Medbridge gère leur module d'accréditation, le système qui suit les licences du personnel, les certifications et la formation continue pour les audits réglementaires. Pour le construire correctement, nous avions besoin de leurs dossiers personnels existants comme données d'échantillons pour la mise en œuvre. Mon responsable de la conformité a demandé la liste complète du personnel avec les qualifications listées. C'était une exigence technique, pas une enquête. Juste des données dont nous avions besoin pour configurer le système correctement. Cette partie était routinière. Ce qui n'était pas routinier, c'était l'enveloppe qui est arrivée à mon appartement un mardi après-midi. Couleur crème, papier cartonné lourd, gaufrage doré sur les bords. Je l'ai ouverte, debout au comptoir de la cuisine, tenant encore mes clés. Avec leur famille, Julia Connelly et Marcus Webb demandent l'honneur de votre présence à leur mariage. Rosewood Estate, Holsebrook, Connecticut, samedi 15 juin. 17h. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai posé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre, et je suis resté là pendant un moment. Marcus Webb, le même Marcus Webb dont le contrat était dans ma boîte de réception. Ma sœur épousait mon plus gros client. J'ai repris l'invitation. Un morceau de papier de cahier plié est tombé de derrière la carte RSVP. L'écriture était tremblante, penchée, de petites lettres pressées fort sur le papier. S'il te plaît, viens, papa. Pas Donna, pas Julia, Richard. Il l'avait glissé comme de la contrebande. Mon père ne savait pas ce que je faisais dans la vie. Il n'avait jamais demandé et je ne lui avais jamais dit. Notre seule communication en 9 ans avait été un email de 7 mots auquel il n'avait jamais donné suite. Il n'a pas envoyé l'invitation parce qu'il savait pour Marcus ou Medbridge. Il l'a envoyé parce que, malgré tous ses échecs, il voulait toujours ces 2 filles dans la même pièce. J'ai appelé Lena ce soir-là. Ma sœur épouse mon plus gros client. Silence. Est-ce qu'il sait qui tu es? A-t-elle demandé. Il me connaît comme la PDG de Medbridge, pas comme la sœur de Julia. Est-ce que Julia sait? Je ne pense pas. Elle n'a aucune idée de ce que je fais. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai regardé le papier de cahier, l'écriture de mon père, tremblante, petite, les lettres d'un homme qui n'avait pas le courage d'appeler, mais qui ne pouvait s'empêcher de tendre la main. Je vais y aller. J'aurais dû jeter l'invitation. Chaque partie rationnelle de moi disait, n'y va pas. Mais l'écriture de mon père sur du papier de cahier déchiré, glissé derrière une carte RSVP comme s'il avait peur que quelqu'un le voie, a brisé quelque chose en moi que je pensais avoir scellé. J'ai passé 2 semaines à hésiter. Lena a dit, si tu y vas, vas-y pour toi, pas pour eux. Elle avait raison. Elle l'avait généralement. J'ai décidé d'assister pour 3 raisons, la clôture, le mot de mon père, et le fait que j'avais besoin d'un dernier face-à-face avec Marcus avant de finaliser le contrat. Un mariage n'était pas idéal, mais rien dans cette situation n'était idéal. J'ai répondu présent pour 2, moi-même et Lena, qui a insisté pour venir. Tu n'entreras pas dans cette maison seule, a-t-elle dit. Je n'ai pas survécu à 4 ans d'école de médecine pour te laisser affronter Donna Connelly sans renfort. Pendant ce temps, le processus de diligence raisonnable avançait selon le calendrier.
Mon équipe de mise en œuvre a commencé à passer les données d'accréditation dans notre moteur de vérification. C'est une fonctionnalité clé de la plateforme, qui croise les qualifications soumises avec les bases de données de licence d'État et les registres universitaires. C'est ce que le logiciel fait. C'est littéralement le produit que nous leur vendions. Le genre de paperasse qui reste dans la boîte de réception de quelqu'un pendant une semaine avant que quiconque ne le remarque. Le tableur est revenu avec 14 noms. Je l'ai fait défiler à mon bureau, café à la main, ne m'attendant à rien d'inhabituel. Ligne 9, Julia Connelly, administratrice de santé, master en informatique de la santé, Université d'État de New York. Mon estomac s'est noué. Pas de la surprise, exactement. Quelque chose de plus proche de la confirmation. J'ai pensé à ce que Lena m'avait dit il y a quelques années. Son nom n'était pas sur le registre de l'État. J'aurais pu le signaler. J'aurais pu dire quelque chose à Marcus à ce moment-là, mais c'était un processus de conformité, pas une enquête personnelle. Le protocole était clair. Vérifier chaque nom sur la liste. Pas d'exception, pas de raccourci, pas de favoritisme dans un sens ou dans l'autre. J'ai envoyé un email à mon équipe juridique. Accélérer la vérification des accréditations, la liste complète, procédure standard. Je n'ai pas ciblé Julia. Je n'avais pas à le faire. Le processus trouverait ce qu'il y avait à trouver. 3 jours plus tard, une note préliminaire est revenue de notre responsable de la conformité. 3 noms signalés pour une vérification étendue. Les réponses institutionnelles peuvent prendre 2 à 4 semaines. Le mariage était dans 18 jours. Les résultats de la vérification arriveraient dans 14. Et j'ai réalisé que je n'allais pas seulement au mariage de ma sœur. Je marchais vers une collision entre 2 mondes qu'elle ne s'attendait jamais à voir se rencontrer. Le domaine Rosewood s'étendait sur 12 acres de vignobles vallonnés juste au nord du littoral du Connecticut. Des guirlandes lumineuses pendaient en boucle entre de vieux chênes. Du lin blanc drapait chaque surface. Un quatuor à cordes jouait quelque chose de doux et de bon goût près de l'entrée du jardin. 200 chaises faisaient face à une arche couverte de fleurs. Ça ressemblait à une page de magazine. Ça ressemblait à de l'argent. L'argent de mes parents. Lena et moi sommes arrivés à 16h40. Je portais une robe bleu marine simple, cheveux lâchés, pas de bijoux dignes d'être remarqués. Lena portait du noir. Soutien moral et énergie funéraire, a-t-elle chuchoté. Les deux s'appliquent. Nous avions à peine passé la table d'accueil qu'une voix a coupé la musique ambiante. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Tante Hélène. Champagne à la main, même expression pincée qu'elle portait la dernière fois qu'elle m'avait dit que j'étais la difficile. J'ai été invité, ai-je dit. Par qui? Est-ce que ça compte? Je suis là. Elle a ouvert la bouche, l'a fermée, puis a battu en retraite vers un groupe de cousins près du bar. Je l'ai regardé chuchoter quelque chose à 2 femmes que je reconnaissais vaguement. Toutes 2 se sont tournées pour me regarder. Puis ma mère est apparue. Donna Connelly se déplaçait dans la foule comme une hôtesse lors d'un gala. Robe couleur champagne, brushing impeccable, sourire réglé sur la puissance maximale. Elle touchait des épaules, embrassait des joues, riait de choses qui n'étaient pas drôles. Quand elle m'a vu, le sourire n'est pas tombé. Il s'est figé. Elle a traversé la pelouse en 6 secondes et m'a tiré derrière un treillis de roses blanches. Qu'est-ce que tu fais ici? J'assiste au mariage de ma sœur? Tu ne fais plus partie de cette famille depuis 9 ans. C'était le choix de qui? Sa mâchoire s'est crispée. Ne fais pas de scène. Pas aujourd'hui. Je n'ai aucune intention de faire une scène, maman. Elle m'a étudié pendant 3 longues secondes, me lisant, calculant. Puis elle s'est retournée vers ses invités, la voix brillante et chaude comme la lumière du soleil. Paige a décidé de nous surprendre. Comme c'est merveilleux. Elle ne m'a pas touché, ne m'a pas serré dans ses bras, m'a juste replié dans sa performance comme un fil lâche qu'elle devait ranger avant que quiconque ne remarque. Puis j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné. Mon père se tenait derrière moi. Son costume était un peu trop grand. Ses yeux étaient rouges. Il n'a pas dit un mot. Il m'a juste tiré dans ses bras et s'est accroché. 9 ans. La première véritable étreinte. Je me suis raidi un instant. Mon corps ne se souvenait plus comment recevoir cela.
Puis, j'ai expiré et j'ai tapoté son dos. Salut, papa. Il a hoché la tête contre mon épaule, et a serré plus fort. J'ai senti les yeux de Donna dans mon dos tout le temps que mon père me tenait. Elle n'était pas en colère que je sois venu. Elle avait peur. Je ne comprenais juste pas encore pourquoi. Julia m'a trouvé 10 minutes plus tard. Elle a traversé la foule dans un nuage de tulle blanc et de lac, son visage passant par des émotions plus vite qu'elle ne pouvait s'arrêter sur une seule. Choc, puis calcul, puis performance. Elle a atterri sur la performance. Paige, oh mon Dieu, tu es venu. Elle a jeté ses bras autour de moi devant une douzaine d'invités qui regardaient, sa voix perchée assez haut pour porter. Tu m'as tellement manqué. Son parfum coûtait cher. Son étreinte était creuse. Elle m'a serré comme un accessoire, assez fort pour les photos, assez lâche pour ne rien dire. Tu es superbe, a-t-elle dit en reculant, me scannant de la tête aux pieds. Pas de chaleur, juste une évaluation. Félicitations, Julia. Merci. Je n'arrive pas à croire que tu sois là. Maman ne me l'a pas dit. Elle ne savait pas. Une lueur de quelque chose a traversé le visage de Julia. Elle s'est reprise vite. Ma mère s'est matérialisée à mon coude. Allons vous asseoir, Paige. Sa main s'est refermée sur mon bras, pas doucement, et m'a dirigé vers le fond de la zone de réception. La table était cachée derrière un pilier, près de l'entrée du traiteur. Des porte-noms pour des gens que je ne reconnaissais pas. Des gens du bureau de Julia, sans partenaire, le siège le plus éloigné de la table d'honneur, le siège le plus éloigné du micro. Nous ne t'attendions pas, a dit Donna. Donc, c'était la seule place restante. Lena s'est assise à côté de moi et n'a rien dit. Elle n'en avait pas besoin. Son expression disait tout. Depuis la table d'honneur, la voix de ma mère portait à travers la réception alors qu'elle présentait Julia aux sympathisants. Ma fille, la cadre de santé, elle a si bien réussi. Nous sommes si fiers. Ma fille, au singulier. Une cousine s'est penchée vers Donna. Et Paige, que fait-elle ces jours-ci? Oh, elle, une pause, une inclinaison de la tête, point elle se cherche. Vous savez comment c'est. Un rire léger a parcouru la table. Quelques personnes ont jeté un coup d'œil dans ma direction. La main de Lena a trouvé la mienne sous la nappe. Respire. Je respire. Je respire à travers pire que ça depuis 9 ans. Au bar, Marcus se tenait avec un groupe de garçons d'honneur, gesticulant avec animation. Je l'ai entendu dire assez fort pour que sa porte, attendait de rencontrer notre partenaire technologique stratégique plus tard. Elle prend l'avion juste pour cet accord majeur. Il parlait de moi. Il ne le savait juste pas encore. Les discours ont commencé après le plat principal. Le témoin de Marcus est passé en premier. Charmant, oubliable. Puis la demoiselle d'honneur de Julia, une sœur de sororité qui a pleuré sur commande. Applaudissements polis, verre levé, le rythme d'un mariage, faisant ce que font les mariages. Puis ma mère s'est levée. Donna Connelly a pris le micro comme si elle était née en tenant un. Elle a souri à la foule, tamponné ses yeux avant même d'avoir dit un mot. La performance était immaculée. Je veux parler du fait d'élever une fille, a-t-elle commencé. Mes doigts se sont resserrés autour de mon verre d'eau. Elle a parlé de sacrifices, de nuits tardives et de petits matins, de tout versé dans l'avenir de Julia. Elle a parlé de l'incroyable carrière académique de Julia, de son dévouement, de son indépendance. J'ai élevé ma fille pour qu'elle soit indépendante, a dit Donna. Pour poursuivre ses rêves, pour ne jamais se contenter de peu. Aujourd'hui, elle épouse un homme digne de tout ce qu'elle a construit. Indépendante. Le mot m'a frappé comme une gifle. Le même mot qu'elle avait utilisé pour me refuser tout. Elle a continué. Julia est la preuve que lorsqu'une famille investit dans ses enfants, de belles choses se produisent. 200 personnes ont applaudi. Je n'ai pas bougé. La main de Lena pressait plus fort contre la mienne. Puis le regard de Donna a dérivé à travers la pièce et s'est posé sur moi. Une pause. Pratiquée. Délibérée. Et bien sûr, nous aimons tous nos enfants, a-t-elle dit, de la façon dont on ajouterait une note de bas de page. Une pensée après coup agrafée au bas d'une page finie. Quelques têtes se sont tournées vers moi.
J'ai gardé mon visage immobile. Donna a conclu avec un grand geste. Pourquoi a-t-on l'impression qu'il manque quelque chose aujourd'hui? Oh, je pense que c'est parce que notre famille est enfin complète à nouveau. Applaudissements. Ma mère est retournée à son siège, rayonnante. Mon père est apparu à ma table quelques instants plus tard. Sa main a trouvé mon épaule. Elle ne voulait pas dire ça comme ça. Elle voulait dire exactement ça, papa. Elle le fait toujours. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Il a tapoté mon épaule une fois et est retourné à la table d'honneur. Je n'allais rien dire. Je n'allais pas faire de scène. J'allais m'asseoir à ma table du fond, finir mon eau, et partir. C'était le plan. C'était toujours le plan. Mais alors, Marcus s'est dirigé vers ma table avec un homme que je reconnaissais, et le plan a cessé d'avoir de l'importance. Greg Harmon m'a vu le premier. C'était le partenaire commercial de Marcus. Je l'avais rencontré une fois lors d'un appel vidéo pendant les négociations contractuelles. Trapu, le visage rouge, une voix qui portait. Il s'est arrêté à mi-chemin, à 1 mètre de ma table. Paige Connelly? Medbridge? Marcus s'est retourné, m'a regardé, puis a regardé à nouveau. Attends. Son visage s'est réorganisé en temps réel. Vous êtes Paige Connelly. La Paige Connelly. Je me suis levé. Bonjour, Marcus. Mais Alco. Ce n'est pas, il a regardé l'invitation dans sa mémoire. Connelly. Attendez, votre vrai nom est Connelly? Paige Connelly, la sœur aînée de Julia. J'utilise Alco professionnellement. Depuis des années. L'air entre nous a changé. J'ai regardé Marcus faire le calcul. Le nom de famille, l'invitation, la sœur que Julia n'avait mentionnée qu'en passant, toujours vaguement, toujours avec dédain. Elle n'a jamais. Il s'est tu. Elle n'a jamais mentionné qu'elle avait une sœur dans la tech. Elle a dit que sa sœur était. Il s'est arrêté, mais pas assez vite. Était quoi, ai-je demandé. Ses yeux se sont baissés. Elle a dit que vous étiez brouillé. Que vous aviez des problèmes. Je vois. Les gens aux tables voisines se retournaient. Une conversation à ce volume avec le marié lors d'un mariage. Cela attirait les regards comme une voix élevée dans une bibliothèque. Ma mère est apparue en quelques secondes. Elle s'est déplacée dans la foule avec la précision de quelqu'un qui avait passé une vie à contrôler les pièces. Marcus, chéri, ne dérange pas Paige. Sa voix était chaleureuse. Ses yeux ne l'étaient pas. Elle est là pour profiter, pas pour parler affaires. Marcus a regardé Donna. De la façon dont on regarde quelqu'un qui vient de vous dire que le ciel est vert. Affaire? Madame Connelly. Savez-vous qui c'est? Il a fait un geste vers moi. C'est la PDG de Medbridge Solutions. Nous sommes sur le point de signer un contrat de 2,8 millions de dollars avec son entreprise. Le visage de Donna a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Pendant une seconde, peut-être moins. Le masque a glissé. Sa bouche s'est ouverte. Ses yeux se sont écarquillés. Quelque chose derrière eux a recalculé. Puis le sourire est revenu, plus fin, plus serré. Eh bien, n'est-ce pas charmant? À travers la réception, Julia regardait. Elle était en pleine conversation avec une demoiselle d'honneur, mais son corps s'était tourné vers nous, son verre figé à mi-chemin de ses lèvres. Elle l'a posé sur la table la plus proche et a commencé à marcher vers nous. Pour la première fois de ma vie, j'ai vu la peur dans les yeux de ma sœur. Pas de moi, mais d'être découverte. Marcus n'a pas attendu que Julia nous rejoigne. Il se dirigeait déjà vers l'estrade, micro à la main, courant sur l'adrénaline d'un homme qui vient de tomber sur ce qu'il pensait être la plus grande coïncidence de la soirée. Tout le monde, désolé. Une dernière annonce rapide. Il a souri à la foule. 200 visages se sont tournés. Je viens de découvrir quelque chose d'incroyable. La PDG de Medbridge Solutions, l'entreprise qui est sur le point de transformer nos opérations cliniques, est ici ce soir. Et il se trouve qu'elle est la sœur aînée de Julia. Le quatuor à cordes s'était arrêté. Même le personnel de restauration s'est figé. Paige Alco, ou comme je viens de le découvrir, Paige Connelly, la sœur aînée de Julia.
Marcus a pointé vers ma table. Elle a construit son entreprise à partir de rien. Pas de connexion familiale, pas d'investisseur. Initialement, elle a codé le premier prototype elle-même tout en cumulant 2 emplois. Finaliste Forbes 30 Under 30. Et elle était assise à la table du fond tout ce temps. Silence d'abord, puis des applaudissements dispersés au début, puis plus forts, puis soutenus. Les gens tendaient le cou. Quelques-uns se sont levés. Je suis resté debout, j'ai hoché la tête une fois. Merci, Marcus. C'est le jour de Julia. Gardons l'accent sur les mariés. Mais 200 personnes faisaient déjà ce que 200 personnes font. Elles recalculaient. Je pouvais le voir sur leur visage. Les chuchotements ont commencé immédiatement. Attends, c'est la sœur dont Donna disait qu'elle se cherchait? C'est celle qui est partie? Forbes? À la table d'honneur, ma mère était assise, immobile. Elle souriait toujours, mais le sourire s'était rigidifié, le genre d'expression que les muscles maintiennent quand le cerveau derrière eux a cessé d'envoyer des instructions. Julia restait figée près de la table des desserts, son bouquet pendait d'une main. Et tante Hélène, la messagère la plus fidèle de ma mère, la femme qui m'avait traité de difficile 2 fois en une décennie, a marché jusqu'à moi, le visage rouge pivoine. Pourquoi ne nous as-tu rien dit? Je l'ai fait, tante Hélène. J'ai gardé ma voix égale. Il y a 6 ans, tu as dit que j'étais la difficile. Elle n'avait pas de réponse à cela. Elle est restée là, la bouche entr'ouverte, puis s'est tournée et est partie. La révélation du statut n'était que l'apéritif. Le plat principal arrivait encore, et il n'avait rien à voir avec moi. Julia a atteint Marcus avant moi. Je ne pouvais pas entendre les mots d'où je me tenais, mais je pouvais lire le langage corporel. Les mains de Julia bougeaient vite, expliquant, détournant, remodelant. Les bras de Marcus étaient croisés. Sa mâchoire était serrée. Il a secoué la tête une fois, lentement, de la façon dont un homme le fait quand il entend quelque chose qui ne tient pas debout. Donna m'a intercepté sur le chemin du bar. Tu as prévu ça, n'est-ce pas? Prévu quoi? D'avoir du succès? Je l'ai regardé. Non, maman. C'était ton idée. Souviens-toi, sois indépendante. Tu es venue ici pour humilier ta sœur. Je suis venu parce que papa me l'a demandé. Tout le reste, tu l'as construit toi-même. Elle s'est approchée, sa voix est tombée dans un sifflement. Tu as toujours eu besoin de tout ramener à toi. C'est la première fois en 9 ans que je suis dans la même pièce que toi. Je n'ai pas fait de discours. Je n'ai pas demandé le micro. Ton gendre m'a présenté. Règle ça avec lui. Elle s'est tournée et est partie. J'ai regardé ses mains. Elle tremblait. 5 minutes plus tard, Marcus est apparu à mes côtés. Son téléphone était à la main. Son visage était différent maintenant. La chaleur de l'annonce avait disparu, remplacée par quelque chose de plat et de contrôlé. Paige, on peut parler? Pas ici. Nous sommes sortis sur le balcon surplombant le vignoble. Le soleil se couchait. La lumière était belle. Cela semblait obscène étant donné ce qui arrivait. Mon équipe m'a envoyé le rapport de diligence raisonnable ce matin, a-t-il dit. Je ne l'avais pas lu avant maintenant. Il a levé son téléphone. Le nom de Julia est sur la liste de vérification des accréditations. Je sais. Ça dit que son master de l'université d'État n'existe pas. Ils n'ont aucune trace d'elle terminant un quelconque programme. Elle s'est inscrite mais n'a pas fini la 2e année. Je sais. Il m'a fixé. Tu savais et tu ne m'as rien dit. La vérification finale est revenue hier matin. Livraison le samedi sur l'email de mon responsable de la conformité. Elle me l'a transféré 3 heures avant que je monte dans la voiture pour conduire ici. Je n'ai pas eu le temps de le traiter juridiquement, Marcus. Je ne savais même pas comment commencer cette conversation. Salut, les diplômes de ta fiancée ne sont pas valides. Aussi, c'est ma sœur avec qui je suis brouillé. Il n'y a pas de manuel pour ça. L'écran de son téléphone s'est éteint. Il est resté là, les 2 mains sur la balustrade, fixant les rangées de vignes en contrebas. 3 minutes de silence. Les basses de la musique de la réception battaient faiblement à travers les portes vitrées. Puis il a dit quelque chose que je n'oublierai jamais.
Je vais lui demander une fois, a dit Marcus, agrippant toujours la balustrade. Devant tout le monde. Parce que si elle me ment en face une fois de plus, devant ma famille, mes partenaires, alors je saurai exactement qui j'ai failli épouser. Marcus, ne fais pas ça. Je dois le faire. Il est retourné à l'intérieur. Je l'ai suivi 3 pas derrière. Je ne voulais pas faire partie de ce qui allait se passer, mais je ne pouvais pas détourner le regard non plus. Julia se tenait près de la table du gâteau, parlant à une demoiselle d'honneur avec un sourire qui travaillait trop dur. Elle a vu Marcus arriver et son sourire s'est éclairé. « Bébé, peu importe ce qu'elle t'a dit. As-tu obtenu ton diplôme de l'État ?» La demoiselle d'honneur a reculé d'un pas. « Quoi ?» Julia a ri, un son court et nerveux. « Bien sûr que je l'ai. L'as-tu obtenu ?» Les yeux de Julia ont bougé. Gauche, droite. Elle scannait la pièce, calculant qui pouvait entendre. La plupart des tables à portée de voix s'étaient tues. « On peut en parler plus tard ? Tu m'as dit que tu avais un master. » La voix de Marcus n'était pas forte. Elle était rigide, le genre de calme qui fait que les gens se penchent pour écouter. « Tu as dit à tes parents que tu étais diplômé. Tu as dit à ma clinique que tu étais certifié. » Donna s'est matérialisée aux côtés de Julia. Sa main a trouvé le bras de Julia. Marcus, baisse la voix. Est-ce que vous saviez ? Il s'est tourné vers Donna. Savoir quoi ? Ma fille a obtenu son diplôme avec les honneurs. Elle n'a pas obtenu de diplôme du tout, Madame Connelly. La voix de Marcus s'est brisée sur le dernier mot. Elle a abandonné en 2e année. 200 invités. Silence total. Même le quatuor à cordes s'était arrêté. Le seul son était un verre de vin que quelqu'un avait posé trop fort à la table 6. Le visage de Julia s'est effondré. La performance est tombée d'un coup, comme un échafaudage s'effondrant d'un bâtiment. Des larmes striaient son maquillage. J'allais te le dire. Quand ? Après le mariage ? La mâchoire de Marcus tremblait. Après que je t'ai embauché dans mon entreprise sur la base d'un CV que tu as inventé ? Donna a ouvert la bouche à nouveau et Marcus a pivoté vers elle. Stop. Marcus a levé une main. Pas fort, pas un cri, mais le seul mot a atterri comme une porte qui claque. La bouche de Julia s'est figée au milieu de sa phrase. Toute la réception s'est immobilisée. Il s'est tourné et m'a regardé, debout à 3 mètres de là, silencieuse, ne tenant rien, ne faisant rien. Cette personne, sa voix s'est brisée. Il a pressé son poing contre sa bouche un instant, s'est ressaisi, puis a laissé tomber sa main. Cette personne est la seule Connelly honnête dans cette pièce. 200 personnes m'ont regardé. Je n'ai pas parlé. Je n'ai pas hoché la tête. Je n'en avais pas besoin. Au bord de l'estrade, mon père se tenait seul. Une main agrippait le dossier d'une chaise. Il ne défendait personne. Il ne parlait pas. Il pleurait silencieusement, de la façon dont les hommes pleurent quand ils savent depuis des années et n'ont rien dit. Marcus a quitté le patio sans se retourner. Greg l'a suivi. Un groupe de garçons d'honneur a traîné derrière, échangeant des regards qui disaient ce que personne ne dirait à voix haute. Ce mariage était terminé. Julia s'est effondrée au sol. Sa robe s'est entassée autour d'elle comme un parachute dégonflé. Tout ce tissu blanc, tout cet argent se déposant sur la dalle de pierre. 2 demoiselles d'honneur se sont accroupies près d'elle. L'une lui a tendu une serviette. Julia ne l'a pas prise. La réception bourdonnait du murmure électrique sourd de 200 personnes traitant quelque chose qu'elle n'oublierait jamais. Des chaises ont raclé, des téléphones sont sortis. Quelqu'un à une table du fond envoyait déjà des SMS. Ma mère s'est tournée vers moi. Son calme avait disparu. Pas fissuré, brisé. Sa voix est sortie à vif. Tu es heureuse maintenant ? Tu as détruit la vie de ta sœur. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne me suis pas approché. J'ai parlé assez clairement pour que les tables voisines entendent. Non pas parce que je voulais un public, mais parce que j'avais fini d'avoir des conversations dans les coins. Non, maman. Les mensonges de Julia ont détruit la vie de Julia. Le processus de conformité standard de mon entreprise a trouvé la vérité. Ce n'est pas de la vengeance.
C'est de la responsabilité. Tu aurais pu l'enterrer. Sa voix tremblait. Tu aurais pu ne rien dire. Et commettre une fraude? Risquer mon entreprise, mes employés, mes clients pour un mensonge? J'ai secoué la tête. Non. Je ne sacrifierai pas mon intégrité pour l'image de cette famille. Plus maintenant. Quelque chose a changé dans la foule. Je pouvais le sentir, le poids de la perception qui basculait. Quelques parents aux tables voisines ont échangé des regards. Tante Hélène a pressé sa main sur sa bouche. Un homme plus âgé que je ne reconnaissais pas, quelqu'un du côté de Marcus, a hoché la tête vers moi une fois. Juste une fois, mais ça voulait tout dire. Donna a regardé autour d'elle. Pour la première fois, la salle n'était pas avec elle. Elle s'est tournée et a marché vers le parking sans un autre mot. Une main a touché mon bras. Je me suis retourné. Megan, la demoiselle d'honneur de Julia, se tenait là, les yeux rouges. J'aurais dû dire quelque chose il y a des années, a-t-elle dit. Je savais pour le diplôme. Elle m'a supplié de garder le silence. Je suis désolé. Donc, le mensonge avait des racines plus profondes et plus larges que je ne l'avais imaginé. J'ai pris ma pochette sur la table. Il était temps de partir. J'étais à mi-chemin du parking en gravier quand j'ai entendu ses pas. Irréguliers, précipités, des chaussures de ville sur de la pierre meuble. Paige, attends. Je me suis arrêté mais je ne me suis pas retourné. L'air du soir était chaud et immobile. Les grillons avaient commencé dans les rangées de vignes. Je n'ai plus rien à dire, papa. Alors laisse-moi dire quelque chose. Sa voix était essoufflée. Pour une fois, je me suis retourné. Mon père se tenait sous une guirlande lumineuse qui se terminait au bord du terrain. Sa cravate était desserrée. Ses yeux étaient enflés. Il avait l'air 10 ans plus vieux que l'homme que j'avais laissé dans le garage ce matin-là, 9 ans plus tôt. Je savais que c'était mal, a-t-il dit. Chaque jour, Paige, je savais que ce que ta mère faisait était mal, et je n'ai rien dit. Pourquoi? Il a pincé les lèvres, regardé le sol, m'a regardé à nouveau. Parce que j'étais un lâche. Parce qu'il était plus facile de te perdre en silence que de la combattre à voix haute. Sa voix s'est brisée. Et ça me rend pire qu'elle. Parce qu'elle, au moins, croyait qu'elle avait raison. Je savais qu'elle avait tort. Et j'ai quand même choisi la paix. Le mot a plané entre nous. Paix. Le même mot derrière lequel il s'était caché toute ma vie. Ce n'était pas la paix, papa. C'était l'abandon. Je sais. Silence. Une voiture a démarré quelque part sur le parking. Les basses étouffées de la musique de la réception pulsaient encore de l'intérieur. Quelque part derrière nous, Julia était toujours assise par terre dans sa robe de mariée. Quelque part, ma mère cherchait ses clés de voiture. Et ici, sous une guirlande de lumière sur un terrain en gravier, mon père faisait la seule chose honnête qu'il ait faite en une décennie. Je ne te déteste pas, ai-je dit. Mais je ne peux pas te pardonner ce soir. Peut-être pas avant longtemps. C'est juste. Je dois y aller. Il a hoché la tête. Conduis prudemment. 2 mots, simples, petits. Mais ce n'était pas une excuse cette fois. Ce n'était pas une diversion. Pour la première fois en 9 ans, mon père m'a dit quelque chose qui n'était pas conçu pour mettre fin à une conversation. C'était un aveu qu'il n'avait aucun droit d'en prolonger une. Léna attendait près de la voiture. Elle n'a pas demandé ce qu'il avait dit. Elle a juste démarré le moteur. Je n'ai pas pleuré avant que nous soyons sur l'autoroute. Les retombées sont arrivées par vagues. La première vague a été numérique. En 48 heures, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Mais pour la première fois en près d'une décennie, les appels n'étaient pas des accusations. C'étaient des excuses. Tante Hélène a appelé le lundi matin. Sa voix était différente. Plus basse, dépouillée de la certitude vertueuse que j'avais entendue toute mon enfance. Paige, je te dois des excuses. J'ai cru tout ce que ta mère m'a dit pendant 9 ans. Chaque mot. J'avais tort. Je l'ai remercié. Je n'ai pas dit que c'était bon, parce que ce n'était pas le cas. Ma grand-tante Margaret, la sœur de ma grand-mère, le membre le plus âgé de la famille, m'a envoyé un email ce soir-là.
3 lignes. Ta grand-mère aurait été si fière de toi. Je suis désolé que nous n'ayons pas été là. S'il te plaît, ne nous abandonne pas tous. La deuxième vague a été professionnelle. Les collègues de Marcus à Lakeview ont commencé à vérifier l'historique d'emploi de Julia. Ce qu'ils ont trouvé correspondait à ce que je soupçonnais déjà. Julia n'avait jamais détenu le titre d'administratrice de santé. Elle était réceptionniste, une bonne réceptionniste selon la plupart des témoignages, aimable, organisée, appréciée, mais le titre sur son LinkedIn, les diplômes sur son CV, le diplôme sur le mur de son bureau à domicile, rien de tout cela n'était réel. Marcus m'a envoyé un email mardi soir, professionnel, contrôlé. Le contrat avec Medbridge reste sur la bonne voie. La situation de Julia est personnelle et je ne laisserai pas cela affecter notre relation professionnelle, mais j'ai besoin d'un peu de temps avant notre prochaine réunion. J'espère que tu comprends. Je comprenais. La troisième vague a été les réseaux sociaux. Donna a posté une fois, un long paragraphe larmoyant. Ma famille est déchirée par la jalousie et les mensonges. Priez pour nous. C'était le même scénario qu'elle jouait depuis des années, mais cette fois, la section des commentaires n'a pas coopéré. Épais-je ? Que s'est-il vraiment passé au mariage ? Est-ce vrai pour le diplôme de Julia ? Elle a supprimé le post en 4 heures. Puis, le mercredi soir, un SMS de Julia. Pas de préambule, pas de performance. Je suis désolé pour tout ça. Je ne m'attends pas à ce que tu me crois. Je l'ai lu 3 fois. Je n'ai pas répondu. Non pas parce que je ne la croyais pas, mais parce que je ne savais pas encore quoi dire. Certains messages ont besoin de reposer avant que l'on sache ce qu'ils méritent. 2 semaines plus tard, les conséquences avaient cessé d'être des murmures et commençaient à devenir des faits. Julia a été licenciée de Lakeview Medical Partners. L'examen du département RH a confirmé ce que Marcus savait déjà. Elle avait déformé ses qualifications sur sa demande d'emploi, un diplôme fabriqué, un titre professionnel qu'elle n'avait jamais détenu. Selon les lois sur l'emploi du Connecticut, cela seul était une cause suffisante, mais c'était pire qu'un simple licenciement. Parce que Julia avait listé ses faux diplômes sur des documents soumis lors d'un audit de conformité fédéral l'année précédente, l'équipe juridique de la clinique l'a signalée comme une responsabilité potentielle. Elle n'a pas été inculpée pénalement. Il n'y a eu aucun préjudice aux patients, aucune fraude à la facturation, mais le licenciement a été documenté comme « fausse déclaration de qualification ». Et dans la santé, c'est le genre de note qui vous suit d'une demande d'emploi à l'autre. Marcus a annulé le mariage discrètement. Pas d'annonce dramatique, pas de déclaration publique. Il a simplement informé la famille et les amis que les fiançailles étaient terminées. Le domaine Rosewood a remboursé ce qu'il pouvait. Les cadeaux de la liste de mariage ont été retournés. La lune de miel au Portugal a été annulée. J'ai entendu cela de seconde main par Lena, qui l'a entendu d'une connexion mutuelle à l'hôpital. Le cercle social de Donna, celui qu'elle avait passé 30 ans à cultiver, a commencé à se contracter. Les vieux amis ont arrêté d'appeler. Les voisins qui passaient avec des plats cuisinés ont gardé leur distance. La grand-tante Margaret m'a dit que lors d'un rassemblement familial le mois suivant, Donna s'est assise dans un coin et n'a parlé à presque personne. Elle ressemblait à une femme à court de script, a dit Margaret. Le contrat Medbridge avec Lakeview est passé comme prévu, 2,8 millions. Mon équipe a géré la mise en œuvre au cours des 6 mois suivants. Marcus et moi avons gardé les choses professionnelles, cordiales, efficaces, séparées de tout ce qui est personnel. Il m'a envoyé des fleurs pour le 5e anniversaire de Medbridge. La carte disait « d'une personne self-made à une autre ». Puis, un jeudi pluvieux, un paquet est arrivé à mon appartement. Petit, pas d'adresse de retour. Cachet de la poste du Connecticut. À l'intérieur se trouvait un morceau de papier que je n'avais pas vu depuis 12 ans. Mon certificat du tableau d'honneur, celui que ma mère avait arraché du réfrigérateur quand j'avais 15 ans, celui qui avait disparu au matin. Il était légèrement plié au coin, jauni sur les bords. Un post-it était collé au dos avec l'écriture tremblante de mon père. Ce n'était jamais encombré. C'était toujours à toi. Il l'avait gardé. 12 ans dans un tiroir de bureau, caché de ma mère, de la façon dont il avait caché chaque impulsion honnête qu'il avait jamais eue. Ce n'était pas suffisant. Un morceau de papier ne pouvait pas défaire une décennie.
Mais je l'ai tenu longtemps avant de le poser. Je n'ai appelé personne pendant une semaine. J'avais besoin de ce silence. Puis, un dimanche matin, je me suis assise à ma table de cuisine avec une tasse de café et j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. Pas par colère, pas par victoire, mais par clarté. J'ai fixé les termes. J'ai écrit un email à ma mère. Pas un texto, pas un appel, un email. Parce que Donna performait mieux en temps réel, et je ne lui donnais pas de scène. Maman, je ne te déteste pas, mais je ne ferai plus semblant. Tu as choisi Julia non pas parce qu'elle avait plus besoin de toi, mais parce qu'elle était plus facile à contrôler. J'étais gênante parce que je posais des questions. Je ne demande plus. Si tu veux une relation avec moi, cela commence par l'honnêteté, pas une performance, pas un post Facebook. Honnêteté. La balle est dans ton camp. J'ai appuyé sur envoyer. Je ne l'ai pas relu. Elle n'a jamais répondu. Je n'étais pas surprise. Les narcissiques ne négocient pas. Ils performent ou ils battent en retraite. Donna a battu en retraite. J'ai appelé mon père le soir suivant. Je suis ouverte à rester en contact, ai-je dit, mais à mes conditions. Plus de donne-lui du temps. Plus de cachette derrière maman. Si tu veux être mon père, sois mon père à voix haute. Une longue pause. Je pouvais l'entendre respirer. J'ai serré. N'essaie pas, fais-le. D'accord. Ce n'était pas une grande réconciliation. C'était une fissure dans un mur. Assez pour laisser passer la lumière. Pas assez pour passer à travers. Pas encore. Quant à Julia, je n'ai pas tendu la main. Non pas parce que je la détestais. Mais parce que je n'étais pas prête. Le pardon n'est pas une porte que l'on claque. C'est une porte que l'on ouvre quand on est assez fort pour se tenir dans l'encadrement sans flancher. Je n'en étais pas encore là. Peut-être un jour, mais pas selon le calendrier de quelqu'un d'autre. Ce vendredi soir-là, Lena est venue avec de la nourriture thaïlandaise et une bouteille de vin. Nous nous sommes assises sur le sol de mon salon, les boîtes étalées entre nous, et elle a levé son verre. À la famille que tu as choisie. J'ai souri. Pour la première fois dans toute cette histoire, un vrai sourire. À la famille que j'ai choisie. Il y a une question que les gens me posent, pas souvent, mais quand ils entendent des morceaux de mon histoire lors d'une conférence, ou au cours d'un dîner, ou dans une de ces conversations tardives qui vont plus loin que prévu. Ils demandent, est-ce que vous vous sentez justifié? Je suis assise dans mon bureau en ce moment. Il est tôt, 6h30, avant que quiconque n'arrive. La ligne d'horizon de Boston devient orange à travers la fenêtre. 28 bureaux là-dehors, 28 personnes qui entreront dans l'heure. Chacune d'elles construisant quelque chose qui compte. Cette entreprise a commencé comme 12 pages dans le laboratoire d'un professeur et une fille qui ne pouvaient pas se payer ses propres draps de dortoir. Et non, je ne me sens pas vengé. La vengeance implique que j'avais besoin qu'ils aient tort pour que j'aie raison. Je n'en avais pas besoin. J'avais juste besoin d'être libre. Pendant des années, je me suis mesuré à une échelle que ma mère avait construite. Une échelle conçue pour que je sois toujours trop courte et que Julia brille toujours. Il m'a fallu longtemps pour réaliser que l'échelle elle-même était cassée. Pas moi. J'ai commencé une thérapie il y a 3 ans, 2 fois par mois, le mercredi soir, avec une femme nommée Dr Russo, qui a une façon de poser des questions qui vous font rester assis en silence pendant une minute entière avant de pouvoir répondre. Je pensais que la thérapie était un signe de faiblesse, quelque chose dont on avait besoin seulement si on ne pouvait pas gérer ses propres problèmes. Il s'avère que c'est le contraire. C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Plus dur que de construire Medbridge, plus dur que de dormir 3 heures par nuit. Plus dur que d'entrer dans ce mariage. La voix de ma mère joue encore dans ma tête parfois. La résilience est un cadeau, Paige. Elle l'a dit pour justifier de me laisser sans rien. Elle le pensait comme une arme. Mais elle avait raison sur une chose. La résilience est un cadeau. Elle ne me l'a juste pas donné. Je l'ai forgé moi-même. Dans des cuisines tard la nuit, et des salles de classe tôt le matin, et une chambre de dortoir avec une fenêtre cassée. Et personne, pas elle, ni personne, ne peut s'attribuer le mérite de cela. Voici où tout le monde en est maintenant. Ma mère vit toujours dans la maison sur Maple Ridge Lane.
Elle poste sur Facebook moins fréquemment, 1 ou 2 fois par mois, là où c'était quotidien. Les posts sont plus courts. Plus de longs paragraphes sur le sacrifice et la maternité. Surtout des photos de son jardin. Tante Hélène m'a dit que Donna avait rejoint un club de lecture mais avait démissionné après 2 réunions parce que les femmes posaient trop de questions personnelles. Elle ne m'a pas contacté. Je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse. Certaines personnes préfèrent perdre une fille plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort. J'ai fait la paix avec ça. Non pas parce que ça ne fait pas mal, mais parce qu'attendre qu'elle change faisait encore plus mal. Mon père m'appelle tous les dimanches à 17h30 précise, comme une horloge. Les appels durent 5 à 10 minutes. Il me parle de la météo, du chien du voisin, d'un documentaire qu'il a regardé. Il ne mentionne jamais ma mère. Je ne demande jamais. Ce n'est pas suffisant, mais c'est quelque chose. Et après 9 ans de rien, quelque chose ressemble à beaucoup. Il essaie. Je le vois. Je ne suis pas sûr qu'essayer soit suffisant, mais il le fait à voix haute, et c'est la partie qui compte. Julia s'est inscrite dans un collège communautaire à New Haven, un vrai programme cette fois, avec de vrais relevés de notes et de vrais cours. Elle et Marcus ne sont plus ensemble. Elle m'a envoyé une lettre manuscrite, 4 pages recto verso, environ 3 mois après le mariage. Je l'ai lue à ma table de cuisine. C'était honnête d'une manière dont Julia n'avait jamais été honnête avec moi auparavant. Elle n'a pas blâmé ma mère. Elle ne m'a pas blâmé. Elle a écrit « J'ai passé tellement de temps à être qui il voulait que je sois, que j'ai oublié de devenir quelqu'un de réel. » Je n'ai pas encore répondu. Certaines lettres ont besoin de temps pour reposer avant que l'on sache quoi dire en retour. Mais je ne l'ai pas jetée non plus. Elle est dans mon tiroir de bureau, juste à côté du certificat du tableau d'honneur. Marcus et moi avons clôturé le contrat Lakeview avec succès. Nous gardons les choses professionnelles, propres, respectueuses, délimitées. C'est un homme bien qui a été pris dans le naufrage de quelqu'un d'autre. Je respecte la façon dont il a géré ça. Et moi, Medbridge grandit. Nous embauchons. La plateforme est active dans plus de 30 cliniques à travers la Nouvelle-Angleterre, Lakeview, plus une douzaine d'autres partenaires. Mais ce n'est pas la mise à jour qui compte. La mise à jour qui compte est celle-ci, je dors toute la nuit maintenant. Je ne tressaille pas quand un indicatif du Connecticut illumine mon téléphone. J'ai des gens autour de moi qui m'ont choisi, non pas parce que nous partageons le même sang, mais parce que nous partageons le respect. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Si vous regardez ceci et que vous reconnaissez votre famille et la mienne, je vous vois. J'étais vous. Vous n'avez pas à faire exploser un mariage pour trouver votre liberté. Parfois, c'est plus silencieux que ça. Parfois, c'est bloquer un numéro à 2 heures du matin. Parfois, c'est entrer dans le bureau d'un thérapeute pour la première fois et dire la phrase que vous retenez depuis des années. Parfois, c'est juste le mot « non ». Dit une fois, dit clairement, et non repris. Mes parents m'ont appris une chose, même s'ils ne le voulaient pas. Ils m'ont appris que je pouvais survivre sans eux. Et une fois que vous savez ça, que vous le savez vraiment, dans vos os, dans vos pires moments, dans le silence d'une chambre de dortoir vide à 18 ans, personne n'a plus de pouvoir sur vous. Je ne raconte pas cette histoire pour faire pitié. J'ai une entreprise, une meilleure amie qui m'a tenu la main sous une nappe lors du pire dîner de l'histoire du Connecticut, et une vie que j'ai construite avec mes 2 propres mains brûlées, gercées et ridées par la plonge. Je n'ai pas besoin de pitié. Je raconte cette histoire parce que pendant 9 ans, ma mère a contrôlé le récit. Paige est partie parce qu'elle était difficile. Paige a refusé notre aide. Paige est le problème. 200 personnes l'ont cru. Ma tante l'a cru. Mes cousins l'ont cru, et il y a eu des nuits, de longues nuits froides à 3 heures du matin, où je l'ai presque cru aussi. Aujourd'hui, je reprends mon histoire. Si vous êtes le bouc émissaire de votre famille, celui qui est trop ou pas assez, si vous êtes le nom que l'on chuchote à Thanksgiving, l'enfant dont le certificat a été arraché du réfrigérateur, écoutez-moi quand je dis ceci, leur rejet n'est pas votre reflet. Je suis Paige Connelly. J'ai 27 ans. Je dirige une entreprise que j'ai construite à partir de rien. J'ai une famille qui m'a choisi, et je dors bien la nuit. C'est suffisant. Si l'histoire de Paige vous a rappelé la vôtre, j'aimerais vous lire dans les commentaires. Étiez-vous l'enfant roi ou celui qui a été laissé pour compte ?
Et si cela a résonné avec quelqu'un que vous connaissez, partagez-le avec lui. Parfois, l'histoire que vous aviez besoin d'entendre est celle que quelqu'un d'autre avait besoin de vous envoyer. Vérifiez la description pour plus d'histoires comme celle-ci. Merci d'avoir écouté. Prenez soin de vous.